Au tribunal, mes parents ont prétendu que j'étais trop irresponsable pour gérer mon héritage. Ils voulaient mon compte en banque, ma voiture, même l'appartement que j'avais payé par moi-même. Leur avocat souriait avec confiance, comme si tout était déjà décidé. Jusqu'à ce que le juge lise la liste de mes actifs. Il a pâli et s'est levé brusquement. Arrêtez immédiatement. Appelez la sécurité. Je m'appelle Rebecca, j'ai 28 ans. Laissez-moi vous ramener là où tout ce désordre a commencé. J'avais 7 ans quand ma mère a décidé que j'étais trop difficile à gérer. Rebecca va rester avec grand-mère et grand-père pendant un certain temps, a-t-elle annoncé un mardi matin, ma petite valise déjà prête près de la porte. Aucune explication, aucun calendrier, juste un câlin rapide qui sentait son parfum cher et les cigarettes. Maman est montée dans sa décapotable rouge et est partie commencer sa nouvelle vie, celle où avoir un enfant ne gênait pas son style. Le domaine de mes grands-parents s'étendait sur 12 acres de terrain parfaitement entretenus dans le Connecticut. La maison elle-même était un témoignage de la vieille fortune. Des sols en marbre, des lustres en cristal et des peintures à l'huile valant plus que la plupart des maisons des gens, mais malgré toute sa splendeur, c'est devenu mon sanctuaire. Grand-mère Eleanor dirigeait cette maison comme une horloge suisse. Petit déjeuner à 7 heures précises, séance de tutorat après l'école, leçon de piano le jeudi. Elle avait des règles pour tout. Comment dresser une table correctement, quelle fourchette utiliser pour la salade, comment une dame doit s'asseoir et parler. La posture, Rebecca, me rappelait-elle constamment. Ta colonne vertébrale doit être aussi droite que ton caractère. Grand-père Charles était la touche plus douce, bien que ce soit relatif dans une famille où montrer ses émotions était considéré comme de la mauvaise éducation. Il m'a appris les affaires pendant les petits déjeuners du dimanche matin, expliquant l'intérêt composé et les portefeuilles d'investissement comme d'autres grands-pères pourraient discuter des scores de baseball. L'argent, ce n'est pas seulement l'avoir, disait-il en montrant ses graphiques. C'est le comprendre, le respecter, le faire travailler pour toi au lieu de l'inverse. Maman se présentait pour les anniversaires et Noël, toujours avec des cadeaux chers et des histoires dramatiques sur ses dernières aventures. Elle arrivait comme une tornade, pleine de promesses de temps de qualité et de liens mère-fille. Mais d'une manière ou d'une autre, elle avait toujours un autre endroit où elle devait être, une fête d'amis, une opportunité d'affaires, un homme qui pourrait être le bon cette fois. J'ai arrêté d'attendre qu'elle me ramène à la maison vers l'âge de 12 ans. À ce moment-là, j'avais compris que la maison était là où les gens voulaient vraiment de vous. Le pensionnat cher que maman a choisi pour moi quand j'ai eu 14 ans était censé être un privilège, une chance de réseauter avec les enfants d'autres familles riches. Ce que c'était vraiment, c'était une autre façon de me garder à distance tout en maintenant son image de mère dévouée. Ashford Academy t'offrira des opportunités que je n'ai jamais eues, m'a-t-elle expliqué lors d'une de ses brèves visites, ses ongles manucurés cliquant contre l'écran de son téléphone pendant qu'elle parlait. Les meilleures familles y envoient leurs filles. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est que cela signifiait aussi l'avoir encore moins qu'avant. Ashford était tout ce que l'on pouvait attendre d'une école qui coûtait plus cher par an que le salaire de la plupart des gens. Petite classe, installation impeccable, des professeurs qui se souvenaient vraiment de votre nom, mais c'était aussi rempli de filles qui avaient grandi avec la même distance émotionnelle que je connaissais si bien. Nous étions toutes des produits de famille qui avaient choisi le succès plutôt que l'attachement. J'excellais sur le plan académique parce qu'étudier était plus sûr que de se faire des amis qui finiraient par partir de toute façon. Les mathématiques avaient un sens d'une manière que les relations familiales n'avaient jamais eu. Il y avait des règles, des résultats prévisibles, des solutions qui fonctionnaient réellement. Pendant les vacances, alors que d'autres filles rentraient chez elles pour des vacances en famille et des destinations exotiques, je retournais à la maison de mes grands-parents. Grand-mère Eleanor me questionnait sur les bonnes manières lors de dîners formels tandis que grand-père Charles m'enseignait leurs diverses participations commerciales. J'ai appris sur les portefeuilles immobiliers, les dividendes d'actions et la gestion de fonds fiduciaires avant même d'avoir l'âge de conduire. La connaissance, c'est le pouvoir, Rebecca, disait grand-père en me montrant des feuilles de calcul qui suivaient leurs investissements. Mais la connaissance appliquée, c'est la liberté. Les visites de maman pendant ces années sont devenues encore plus sporadiques. Elle appelait pour mon anniversaire, se souvenant parfois que c'était bien mon anniversaire. Les cartes de Noël arrivaient en retard avec des messages génériques. J'espère que tout va bien à l'école, ma chérie. Comme si j'étais une parente éloignée qu'elle se sentait obligée de reconnaître. J'ai été diplômé major de ma promotion à 17 ans, obtenant une admission à Harvard avec une bourse d'études complète. Maman s'est effectivement présentée à la remise des diplômes,
avec 30 minutes de retard et portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Mais elle était là. Elle a posé pour des photos, rayonnante comme si elle avait eu quelque chose à voir avec mon succès. « Je suis si fier de toi, ma chérie », s'est-elle exclamée, sa voix portant cette qualité performative que j'avais appris à reconnaître. Harvard? Peux-tu imaginer? Ma fille à Harvard. Je pouvais très bien l'imaginer. En fait, j'y avais travaillé pendant des années pendant qu'elle était occupée à être qui que ce soit qu'elle pensait devoir être cette semaine-là. Harvard, c'est là que j'ai finalement commencé à comprendre qui je pouvais devenir quand je n'attendais pas constamment l'approbation de quelqu'un d'autre. L'école de commerce m'a semblé être un retour à la maison. Toutes ces conversations avec grand-père Charles se sont soudainement mises en place alors que j'étudiais la finance, l'économie et la stratégie d'entreprise. Je me suis jeté dans mes études avec la même intensité que j'avais appliquée à tout le reste. Magna cum laude n'était pas seulement un objectif. C'était la preuve que je pouvais réussir entièrement par mon propre mérite. Mes professeurs l'ont remarqué, m'offrant des opportunités de recherche et des recommandations de stage qui auraient été impossibles sans mes performances académiques. La communication de maman pendant cette période a atteint de nouveaux sommets de sporadicité. Les appels d'anniversaire sont devenus des SMS d'anniversaire. Les cadeaux de Noël venaient de son assistante. Des articles de luxe génériques qui criaient le cher mais l'impersonnel. Quand j'ai été diplômé summa cum laude, elle a envoyé des fleurs avec un mot qui disait « Félicitations ». Si fière. La carte du fleuriste était signée de l'écriture de son assistante. Mais honnêtement, à ce moment-là, son absence ressemblait plus à un soulagement qu'à un abandon. J'avais appris à construire une vie qui ne nécessitait pas sa validation. Mon premier emploi chez Morrison Financial a commencé 3 jours après l'obtention de mon diplôme. J'avais obtenu le poste grâce à une combinaison de mon dossier académique, d'excellents rapports de stage et de ce que mon patron a décrit plus tard comme la préparation d'entretien la plus approfondie qu'il ait jamais vue. Les leçons de commerce de grand-père Charles m'avaient appris à faire des recherches non seulement sur l'entreprise, mais aussi sur leurs récents contrats, leurs concurrents et leurs défis stratégiques. En 6 mois, je gérais des portefeuilles pour des clients dont les dépenses mensuelles dépassaient le salaire annuel de la plupart des gens. Le travail m'est venu naturellement. Reconnaissance de forme, évaluation des risques, planification stratégique, toutes ces compétences que mes grands-parents m'avaient enseignées depuis l'enfance, emballées dans une profession qui payait extrêmement bien. J'ai acheté mon premier appartement à 24 ans avec l'argent que j'avais économisé de mon salaire et de mes bonus. Rien d'extravagant, mais entièrement à moi. Quand j'ai signé les papiers, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La pleine propriété de ma propre vie. Maman a appelé 3 semaines plus tard, ayant appris l'achat par le biais du réseau financier de notre famille. Ma chérie, quelle bonne nouvelle. Ton propre appartement. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle cherchait des informations. Ça a dû être si cher, cependant. Comment as-tu réussi à verser la compte? Charles t'a-t-il aidé? La supposition que je n'aurais pas pu y arriver seul était si parfaitement typique que j'ai failli rire. J'ai économisé pour ça, maman. Ça s'appelle avoir un travail. Bien sûr, bien sûr. Je voulais juste dire, eh bien, tu es si jeune pour prendre de si grandes décisions financières. Peut-être que je devrais jeter un œil au papier juste pour m'assurer que tout est en ordre. Voilà, le premier indice de l'intérêt qui allait finalement détruire le peu de relations qu'il nous restait. Les funérailles de grand-mère et les Lanard ont eu lieu un matin gris d'octobre qui semblait conçu pour le deuil. La chapelle gothique était bondée de l'élite sociale du Connecticut, qui la connaissait depuis des décennies. Ils ont parlé de son travail caritatif, de ses fêtes élégantes, de son dévouement à diverses institutions culturelles. Ce qu'ils ne pouvaient pas capturer dans leurs éloges polis, c'est comment elle m'avait à elle seule façonné en quelqu'un qui pouvait se tenir debout. Chaque leçon d'étiquette, chaque correction sévère sur la posture, chaque attente que je me conduise avec dignité, tout cela avait été une préparation pour un monde qui essaierait constamment de me diminuer. Grand-père Charles n'a pas tenu 6 mois sans elle. Les médecins ont parlé d'insuffisance cardiaque, mais je savais que c'était autre chose. 47 ans de mariage ne se terminent pas simplement par une terminologie médicale. Certaines personnes meurent de chagrin, peu importe ce que dit le certificat de décès. La lecture de leur testament a eu lieu dans le même cabinet d'avocats où ils avaient mené leurs affaires pendant 3 décennies. Maman est arrivée avec 20 minutes de retard, vêtue de Chanel noir et avec une expression de deuil soigneusement pratiquée. Elle avait passé plus de temps à leur funérailles qu'à leur maison au cours des 5 années précédentes combinées.
la majorité de la succession, a lu monsieur Peton de sa voix mesurée d'avocat, y compris toutes les propriétés, les portefeuilles d'investissement et les participations commerciales, doit être transférée directement à notre petite-fille, Rebecca Alexandra Morrison, avec la disposition explicite que ses actifs doivent rester uniquement sous son contrôle. Le silence qui a suivi était assez profond pour entendre le tic-tac de l'horloge antique sur le mur du bureau. « Je suis désolé, » a dit maman, sa voix prudente et contrôlée. « Pourriez-vous répéter ça ? Je crois que j'ai mal compris. » Monsieur Peton a ajusté ses lunettes et a relu la section pertinente mot pour mot. Pas de malentendu. Mes grands-parents m'avaient tout laissé. Le domaine du Connecticut, leurs pantous de Boston, la maison de vacances à Martha's Vineyard, des comptes d'investissement d'une valeur supérieure à ce que j'avais osé calculer, et une participation majoritaire dans leurs diverses entreprises. Le visage de maman a traversé plusieurs changements de couleur intéressants avant de se fixer sur une teinte de pâleur qui correspondait à son fond de teint parfaitement appliqué. Il doit y avoir une erreur. Charles et Hélène n'auraient jamais. Ils comprenaient l'importance de la structure familiale, de la responsabilité générationnelle. Madame Morrison, l'a interrompu doucement monsieur Peton. Vos parents ont été très explicites sur leur raisonnement. Ils estimaient que Rebecca avait démontré la maturité et la capacité de gérer ses responsabilités. Ce qu'il n'a pas lu à voix haute, mais ce que j'ai vu dans le document qu'il m'a remis, était leur note privée. Rebecca a montré plus de sagesse et d'intégrité dans sa jeune vie que certaines personnes n'en démontrent en cette décennie. Elle a mérité cela par son caractère, pas par les circonstances. La réunion s'est terminée avec maman demandant des copies de toute la documentation, sa voix tendue d'une fureur à peine contrôlée. Alors que nous nous dirigions vers le parking, elle a finalement parlé. C'est temporaire, Rebecca. Tu as 26 ans. Personne de ton âge ne devrait gérer des actifs de cette ampleur sans supervision. J'ai regardé ma mère. Je l'ai vraiment regardée, probablement pour la première fois depuis des années. Elle n'était pas préoccupée par mon bien-être ou mes capacités. Elle était en colère que ses parents aient reconnu en moi quelque chose qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. Ça ira, maman. Grand-père m'a bien appris. Son rire était sec et amer. On verra ça. Pendant exactement 18 mois après l'héritage, maman a joué le rôle de la mère de soutien avec un engagement digne d'un Oscar. Elle appelait chaque semaine pour prendre des nouvelles, envoyait des cadeaux attentionnés sans raison particulière, et a même suggéré que nous prenions des vacances ensemble pour nous reconnecter correctement. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand elle a commencé à se soucier de mon bien-être. Le premier signal d'alarme a été son intérêt soudain pour mes décisions financières. Ma chérie, as-tu envisagé de prendre un conseiller financier ? Quelqu'un qui comprend vraiment les portefeuilles complexes, demandait-elle lors de nos appels téléphoniques. Je connais d'excellentes personnes spécialisées dans la richesse héritée. C'est si différent du revenu gagné, tu sais. Le deuxième signal d'alarme a été son inquiétude nouvelle sur le fait que je vive seul. Cet appartement est charmant, Rebecca, mais ne penses-tu pas qu'il est temps de trouver quelque chose de plus approprié ? Quelque chose qui reflète ta nouvelle position ? Je pourrais t'aider à chercher quelque chose de plus convenable. Au 15e mois, ses suggestions étaient devenues plus directes. Tu sais, ma chérie, j'ai pensé qu'il serait sage de mettre une partie de l'héritage à nos deux noms, juste pour des raisons fiscales. La planification successorale peut être si complexe, et tu veux t'assurer que tout est correctement protégé. J'avais suffisamment appris sur les dynamiques familiales en observant les amis de mes grands-parents pour reconnaître la manipulation quand je la voyais. Mais j'avais aussi suffisamment appris sur les affaires pour tout documenter avec soin. Chaque appel téléphonique, chaque suggestion, chaque escalade progressive de son intérêt pour mes finances est allée dans un dossier qui se révélerait plus tard plus précieux que je n'aurais pu l'imaginer. Le point de rupture est survenu un mardi matin d'avril, lorsque j'ai trouvé maman assise dans le hall de mon immeuble, discutant avec le concierge comme s'ils étaient de vieux amis. Surprise, a-t-elle annoncé comme si les visites non autorisées étaient une délicieuse tradition familiale. J'étais dans le quartier et j'ai pensé que nous pourrions déjeuner, juste nous deux. Le déjeuner a eu lieu dans un restaurant cher où elle avait apparemment fait des réservations à l'avance. Pas si spontané que ça, après tout. Elle a attendu que nous ayons commandé pour aborder ce qu'elle appelait sa proposition. J'ai fait quelques recherches, Rebecca, et je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse sur ta situation financière. Voilà, ai-je pensé, en coupant mon saumon avec une précision délibérée. La richesse héritée comporte des responsabilités que, franchement, ma chérie,
tu n'es pas équipé pour gérer seul. Les implications fiscales à elles seules sont stupéfiantes. Et puis il y a la planification successorale, la diversification des investissements, les obligations philanthropiques. Elle a fait une pause, s'attendant probablement à ce que j'ai l'air dépassé. Je pense qu'il serait préférable pour tout le monde que je t'aide à gérer ses actifs. Nous pourrions créer des comptes joints, établir une surveillance appropriée, nous assurer que tout est géré de manière appropriée. Appropriée, selon qui? Ai-je demandé, sans lever les yeux de mon assiette. Selon les gens qui comprennent ces choses, Rebecca. Selon la famille. Ce mot, famille, venant d'une femme qui avait passé 21 ans à me traiter comme une obligation plutôt qu'une fille, était presque assez drôle pour me faire rire. Je vais y réfléchir, ai-je dit à la place, parce que j'avais appris de mes grands-parents que parfois la meilleure réponse est celle qui ne révèle rien. Mais j'avais déjà décidé de ce que j'allais faire. Il était temps de commencer à me protéger. 3 semaines après notre déjeuner spontané, j'ai reçu une lettre officielle qui a tout changé. Pas directement de maman. Elle était trop intelligente pour ça. La lettre venait de Patterson, Williams & Associates, un cabinet d'avocats spécialisé dans ce qu'ils appelaient délicatement les litiges financiers familiaux. Le langage juridique était dense et intimidant, mais le message essentiel était clair. Ma mère demandait au tribunal une mise sous tutelle de mes biens, affirmant que j'étais mentalement incompétente pour gérer mon héritage. J'ai lu le document 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches de cruauté calculée. Selon la requête, j'étais émotionnellement instable, financièrement inexpérimenté et susceptible d'être manipulé par des partis cherchant à exploiter mon héritage substantiel. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. La requête incluait des déclarations sous serment de personnes que je me souvenais à peine, des parents éloignés qui se disaient, préoccupés par le bien-être de Rebecca, d'anciennes connaissances du pensionnat qui se souvenaient apparemment de moi comme étant, troublé et isolé, même notre ancienne gouvernante qui aurait été témoin de mon comportement erratique, lors de visites d'enfance. Chaque déclaration était soit complètement fabriquée, soit tordue au-delà de toute reconnaissance. Oui, j'avais été silencieux enfant, mais c'était parce que j'étais entouré d'adultes qui me traitaient comme un inconvénient. Oui, je m'étais concentré sur mes études, mais c'était parce que la réussite scolaire était la seule chose qui me valait une quelconque reconnaissance dans ma famille. Mais présentées ensemble dans un langage juridique, ces observations peignaient le portrait de quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance avec sa propre vie, et encore moins avec un héritage substantiel. L'allégation la plus dommageable était l'affirmation que j'avais isolé mes grands-parents âgés de leur fille aimante, et les avais influencés contre leur famille par une manipulation émotionnelle. Selon la version des faits de maman, j'étais une sorte de manipulatrice experte qui avait passé des années à monter mes grands-parents contre elle pour un gain financier. Quiconque avait réellement connu mes grands-parents aurait ri de cette suggestion. Eleanor et Charles Morrison n'étaient pas des gens qui pouvaient être manipulés par qui que ce soit, et certainement pas par un enfant ou une adolescente. Ils prenaient leurs décisions sur la base de décennies d'observation, pas d'une influence momentanée. Mais le tribunal ne le saurait pas. Le tribunal ne verrait que le récit soigneusement construit d'une mère inquiète essayant de protéger sa fille instable de prendre des décisions financières désastreuses. J'ai immédiatement appelé Monsieur Peton. Je m'attendais à cet appel, a-t-il dit quand j'ai expliqué la situation. Vos grands-parents avaient anticipé cette possibilité. Cela m'a laissé pantoise. Il quoi? Rebecca, vos grands-parents étaient des personnes extrêmement intelligentes qui comprenaient les dynamiques familiales mieux que la plupart des gens. Ils savaient qu'il y avait une possibilité que leur décision de tout vous laisser soit contestée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'ils se sont préparés à ce scénario. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? Il y a des documents que je dois vous montrer. 3 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de M. Peton, regardant une collection de documents que je n'avais jamais vus auparavant. Des évaluations médicales de l'état mental de mes grands-parents jusqu'à leur mort, des évaluations psychologiques prouvant leurs compétences, des dossiers financiers détaillés montrant leur processus de prise de décision prudent sur plusieurs années. Mais le document le plus intéressant était un épais dossier intitulé « Évaluation du caractère et documentation de la compétence de Rebecca Morrison ». Votre grand-père a compilé cela au cours des 5 dernières années, a expliqué Monsieur Peton. Dossiers académiques, évaluation d'emploi, dossiers de gestion financière, même des témoignages de vos professeurs et superviseurs. C'est essentiellement un dossier complet prouvant votre compétence et votre caractère. J'ai parcouru des pages de documentation dont je ne connaissais même pas l'existence.
mon relevé de notes de Harvard, des évaluations de performance de Morrison Financial, des relevés bancaires montrant mes économies prudentes et mes habitudes de dépenses responsables, même des lettres de personnes avec qui j'avais travaillé décrivant mon professionnalisme et ma capacité. Il savait que cela pourrait arriver, ai-je dit, la compréhension m'inondant. Charles Morrison était un homme d'affaires qui planifiait toutes les éventualités. Il vous aimait, Rebecca, mais il croyait aussi en vous. Cette documentation prouve que sa décision n'était pas basée sur le favoritisme ou la manipulation. Elle était basée sur des preuves. Le dernier document du dossier était une lettre manuscrite de grand-père Charles, datée de seulement 2 semaines avant sa mort. Si tu lis ceci, cela signifie que quelqu'un essaie de te prendre ce que tu as gagné par ton caractère et tes capacités. Ne les laisse pas faire. Tu es exactement la personne que nous avons élevée. Forte, intelligente et capable de te défendre. Utilise ces outils et souviens-toi que la meilleure défense est souvent une bonne attaque. J'ai levé les yeux vers Monsieur Peton, sentant quelque chose changer en moi. Plus de peur, mais de la détermination. Quand est-ce qu'on riposte? La stratégie de Monsieur Peton était méthodique et absolument impitoyable. Au cours des 6 semaines suivantes, nous nous sommes préparés à la guerre avec le genre de minutie qui aurait rendu grand-père Charles fier. Chaque document a été organisé, chaque déclaration de témoin vérifiée, chaque pièce à conviction cataloguée avec une précision militaire. L'équipe juridique de votre mère s'attend à ce que vous cédiez sous la pression, a-t-il expliqué lors d'une de nos séances de stratégie nocturne. Son bureau d'angle donnait sur le port, et je pouvais voir les lumières des navires entrer et sortir pendant que nous travaillions. Il compte sur le fait que vous serez dépassé par le processus, intimidé par les accusations, prêt à accepter un règlement juste pour que tout s'arrête. J'ai siroté mon café et j'ai examiné la dernière série de témoins de moralité que nous avions compilés, d'anciens professeurs, des collègues de Morrison Financial, même le gestionnaire de mon immeuble, tous prêts à témoigner que j'étais exactement le contraire de tout ce que la requête de maman prétendait. Ce qu'ils ne réalisent pas, ai-je dit en soulignant une autre section pertinente de mes évaluations d'emploi, c'est qu'on n'est pas élevé par Eleanor et Charles Morrison sans apprendre à se battre correctement. La phase de communication des pièces a révélé exactement ce que j'avais soupçonné et quelque chose qui m'ont véritablement choqué. L'équipe juridique de maman avait soumis des dossiers financiers demandant l'accès à mes comptes, mais ils avaient commis une erreur cruciale en essayant de prouver que j'étais incompétente. Ils avaient également dû fournir des preuves de leur propre implication dans mes affaires financières. C'est là que nous avons trouvé les premières irrégularités. Rebecca, regarde ça, a dit Monsieur Peton, en étalant des relevés bancaires sur sa table de conférence. Ce sont des copies de transactions que l'équipe de votre mère a soumises comme preuve de vos habitudes de dépenses imprudentes. Mais regarde ces dates. Je me suis penché en avant, étudiant les entrées surlignées, les transferts, les ouvertures de comptes, même les demandes de crédit, toutes portant des dates de l'époque où j'étais à l'université et en études supérieures. Toutes soi-disant autorisées par moi, toutes gérées par des comptes que je n'avais jamais ouverts. Elle utilise mon nom et mon numéro de sécurité sociale depuis des années, ai-je dit, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une clarté écœurante. Regarde cette demande de carte de crédit de l'époque où j'avais 22 ans. J'étais à Boston tout ce semestre. Elle a été déposée depuis le Connecticut. Monsieur Peton a hoché la tête d'un air sombre. Votre mère a commis une usurpation d'identité et une fraude financière pendant au moins 6 ans que nous pouvons documenter, peut-être plus longtemps. Mais pourquoi soumettre cela comme preuve contre moi? Est-ce que cela ne prouve pas que c'est elle qui n'est pas digne de confiance? C'est exactement ce que je me demande, a-t-il dit en ajustant ses lunettes. Soit son équipe juridique n'a pas examiné ces documents assez attentivement, soit il suppose que le tribunal ne remarquera pas les divergences. Les 2 possibilités suggèrent qu'ils deviennent trop confiants. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons passé la semaine suivante à documenter chaque transaction frauduleuse, chaque signature falsifiée, chaque compte ouvert à mon insu ou sans mon consentement. Le schéma était clair et accablant. Maman avait systématiquement utilisé mon identité pour accéder au crédit, ouvrir des comptes et prendre des décisions financières en mon nom, tout en montant un dossier pour prouver que j'étais trop incompétente pour gérer mes propres affaires. La belle ironie, a observé Monsieur Peton, c'est qu'en soumettant ces dossiers comme preuve de votre incompétence, elle nous a en fait fourni la preuve documentée de son propre comportement criminel. Mais la découverte qui a vraiment tout changé est venue d'une source inattendue. En examinant la liste des témoins de moralité que l'équipe de maman prévoyait d'appeler, j'ai remarqué un nom que je reconnaissais.
Patricia Hanley, la femme qui avait été l'assistante personnelle de grand-mère Eleanor pendant près de 15 ans. Je dois appeler Patricia, ai-je dit à Monsieur Peton. Si elle témoigne pour maman, quelque chose ne va pas du tout. Patricia connaissait mes grands-parents mieux que presque n'importe qui. La conversation avec Patricia a révélé la véritable ampleur de ce à quoi nous avions affaire. Oh, Rebecca, a-t-elle dit, sa voix lourde de soulagement quand j'ai appelé. J'espérais que quelqu'un me contacterait. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais accepté de témoigner pour votre mère. Ce cabinet d'avocats m'a appelé et m'a posé des questions sur les dernières années de vos grands-parents. Je leur ai dit la vérité sur la vivacité d'esprit et la compétence de Charles et Eleanor jusqu'à la fin, mais mon nom s'est retrouvé sur leur liste de témoins quand même. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Je leur ai parlé des précautions que vos grands-parents ont prises dans leurs dernières années. Comment ils avaient des évaluations médicales régulières spécifiquement pour documenter leurs compétences mentales. Comment ils ont consulté plusieurs avocats en planification successorale. Comment ils ont passé des mois à rechercher les exigences légales pour s'assurer que leur testament ne pourrait pas être contesté. Patricia a fait une pause, puis a continué avec une réticence évidente. Je leur ai aussi parlé du détective privé. Cela m'a laissé pantoise. Quel détective privé? Votre grand-père a engagé quelqu'un pour enquêter sur les activités financières de votre mère environ 2 ans avant sa mort. Il soupçonnait depuis un certain temps qu'elle accédait à des comptes en utilisant votre nom, mais il avait besoin de preuves. Quand le détective l'a confirmé, c'est à ce moment-là que Charles a vraiment commencé à se préparer à ce scénario exact. Avez-vous encore les coordonnées de ce détective? Mieux que ça. J'ai des copies de son rapport complet. Votre grand-père m'a demandé de les garder au cas où elles seraient un jour nécessaires. Je pense que le moment est venu. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Monsieur Peton, examinant la documentation la plus complète de fraude financière que j'ai jamais vue. Le détective privé avait retracé les activités de maman sur près de 8 ans, documentant non seulement l'usurpation d'identité, mais aussi un schéma de manipulation financière qui incluait des procurations falsifiées, un accès non autorisé à des comptes et ce qui semblait être un vol systématique de clients âgés avec qui elle avait travaillé dans divers rôles d'assistante. Cela change tout, a dit Monsieur Peton, sa voix portant une note de satisfaction qui suggérait qu'il planifiait déjà notre stratégie au tribunal. Nous ne nous défendons plus seulement contre une requête de mise sous tutelle. Nous sommes en mesure de déposer des accusations criminelles. Mais est-ce que cela ne rendra pas les choses personnelles? Le transformer en une vendetta familiale au lieu d'une procédure légale? Monsieur Peton a souri. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar a commencé, j'ai eu l'impression que nous pourrions réellement gagner. Rebecca, cela a toujours été personnel. Votre mère l'a rendu personnel quand elle a décidé d'essayer de voler votre héritage par le biais du système judiciaire. La seule différence maintenant, c'est que nous avons les munitions pour lui faire regretter cette décision. Le juge Harrison Mitchell avait la réputation de diriger sa salle d'audience comme une opération militaire, ponctuelle, professionnelle et totalement intolérant aux manœuvres juridiques. À 68 ans, il avait vu tous les types de litiges familiaux imaginables, et son visage buriné suggérait qu'il avait développé peu de patience pour le drame fabriqué, ce qui rendait le choix de maman de porter son costume de mère endeuillée et inquiète, avec un maquillage discret qui mettait en quelque sorte en valeur ses rides d'inquiétude, particulièrement mal calculées. Votre honneur, a commencé son avocat, sa voix dégoulinant d'une sympathie étudiée. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'une mère aimante s'inquiète de la capacité de sa fille à gérer un héritage substantiel de manière responsable. Madame Morrison a observé des schémas de comportement qui suggèrent que Rebecca n'est peut-être pas équipée pour gérer ses responsabilités financières sans une surveillance appropriée. J'ai observé attentivement l'expression du juge Mitchell alors que Patterson, l'avocat principal de maman, se lançait dans sa déclaration liminaire. Le visage du juge est resté complètement neutre, mais ses yeux étaient vifs et attentifs. Ce n'était pas quelqu'un qui se laisserait influencer par des performances théâtrales. Rebecca Morrison a hérité d'environ 8 millions de dollars d'actifs lorsque ses grands-parents sont décédés il y a 18 mois, a poursuivi Patterson en désignant une pile de documents financiers. Depuis lors, elle a pris de nombreuses décisions douteuses sans consulter les membres de sa famille ni chercher de conseils professionnels appropriés. Nous ne demandons pas au tribunal de retirer ses actifs à Rebecca. Nous demandons simplement qu'une surveillance appropriée soit établie pour protéger à la fois ses intérêts et son avenir. Les mots étaient soigneusement choisis pour paraître raisonnables, protecteurs, plutôt que prédateurs. Si je n'avais pas connu la vérité sur les motivations de maman, j'aurais peut-être trouvé l'argument convaincant.
La déclaration liminaire de Monsieur Peton était nettement plus courte et plus directe. Votre honneur, il ne s'agit pas ici de protéger une jeune femme vulnérable de mauvaises décisions financières. Il s'agit d'une mère éloignée qui tente d'obtenir le contrôle légal d'actifs qu'elle estime qu'elle aurait dû hériter elle-même. Les preuves montreront que Rebecca Morrison est non seulement compétente pour gérer son héritage, mais a fait preuve d'un sens financier remarquable depuis qu'elle l'a reçu. Plus important encore, les preuves révéleront que la requérante s'est livrée à une fraude financière systématique en utilisant l'identité de sa fille pendant près d'une décennie. Cela a attiré l'attention du juge Mitchell. Il s'est légèrement penché en avant, sa concentration s'aiguisant. De plus, a poursuivi M. Peton, nous démontrerons qu'en déposant cette requête et en soumettant certains dossiers financiers comme preuve, la requérante a par inadvertance fourni la documentation de ses propres activités criminelles. Le visage de maman est devenu complètement blanc. Apparemment, son équipe juridique ne l'avait pas prévenu que nous pourrions adopter cette approche. Monsieur Peton, a dit le juge Mitchell, sa voix soigneusement contrôlée. Ce sont des allégations graves. Je compte sur vous pour avoir des preuves substantielles pour les étayer. Des preuves exhaustives, votre honneur, y compris une documentation compilée par un détective privé engagé par les grands-parents décédés spécifiquement pour enquêter sur ses activités. Patterson s'est immédiatement levé. Objection, votre honneur. C'est hautement préjudiciable et rejeté. M. Patterson, votre cliente a déposé cette requête en invoquant l'incompétence et en demandant l'accès à des actifs substantiels. Monsieur Peton a le droit de présenter des preuves concernant la compétence de sa cliente et les motivations derrière cette action en justice. Continuez, Monsieur Peton. Le premier jour de témoignage s'est déroulé exactement comme nous l'avions prévu. Patterson a appelé ces témoins de moralité, des gens qui prétendaient se souvenir de moi comme étant renfermé et difficile à approcher pendant mon adolescence. Leur témoignage était faible et manifestement préparé, consistant principalement en des observations vagues sur ma personnalité plutôt qu'en des preuves concrètes d'incompétence. Plus dommageables étaient les experts financiers que Patterson avait engagés pour analyser mes habitudes de dépenses depuis l'héritage. Ils ont peint le portrait de quelqu'un faisant des achats impulsifs et des investissements risqués sans recherche ni consultation appropriée. Madame Morrison a acheté un véhicule de $70 000 dans les 6 mois suivant l'héritage, a témoigné le docteur Richard Hoffman, un professeur d'économie que Patterson avait recruté comme témoin expert. Elle a également fait plusieurs dons caritatifs importants et investi des sommes considérables dans ce qui semble être des actions technologiques spéculatives. Ces schémas suggèrent quelqu'un qui manque de maturité émotionnelle pour gérer une richesse substantielle de manière responsable. Cela semblait convaincant jusqu'à ce que Monsieur Peton commence son contre-interrogatoire. Dr Hoffman, avez-vous fait des recherches sur le véhicule spécifique que Madame Morrison a acheté? Eh bien, le montant semblait excessif pour quelqu'un de son âge. Le véhicule était une Tesla Model S d'occasion certifiée avec d'excellentes codes de sécurité et une dépréciation minimale, achetée après 3 mois de recherche et de comparaison. Suggérez-vous que l'achat d'un véhicule fiable et respectueux de l'environnement est une preuve d'incompétence? Pas spécifiquement, mais le montant. Avez-vous examiné les organisations caritatives que Madame Morrison a choisi de soutenir? Le docteur Hoffman a remué ses papiers, mal à l'aise. Le montant semblait important par rapport à son âge et à son expérience. Des organisations qui offrent des bourses d'études à des étudiants défavorisés et soutiennent les établissements de soins pour personnes âgées. Les mêmes types de causes que ses grands-parents avaient soutenues pendant des décennies. Le fait de poursuivre les traditions philanthropiques de sa famille indique-t-il une incompétence, Dr Hoffman? Je voulais simplement dire que quelqu'un de son âge pourrait ne pas bien comprendre. Quant aux investissements technologiques que vous avez qualifiés de spéculatifs, avez-vous fait des recherches sur les entreprises spécifiques impliquées? Au moment où Monsieur Peton a fini de démanteler le témoignage du Dr Hoffman, il était clair que chaque décision financière que j'avais prise avait été soigneusement étudiée et stratégiquement saine. Ce que Patterson avait essayé de présenter comme une preuve de mauvais jugement démontrait en fait exactement le contraire. Mais le véritable tournant est survenu lorsque Patterson a appelé son dernier témoin, maman elle-même. Elle a pris la barre vêtue d'un tailleur bleu marine qui projetait une autorité maternelle. Ses cheveux blonds coiffés en un caressage qui lui donnait l'air de la voisine de confiance de quelqu'un. Sa voix était ferme et inquiète alors qu'elle décrivait son inquiétude croissante quant à ma capacité à gérer l'héritage de manière responsable. J'ai essayé de lui offrir des conseils, a-t-elle dit, en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Mais Rebecca est devenue de plus en plus isolée, sur la défensive à toute suggestion qu'elle pourrait bénéficier d'aide ou de conseils.
Il ne s'agit pas d'argent, votre honneur. Il s'agit de s'assurer que ma fille ne prenne pas de décision qu'elle regrettera toute sa vie. C'était une performance magistrale, et je pouvais voir au moins une personne dans la galerie hocher la tête avec sympathie. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais peut-être été ému moi-même. Puis Monsieur Peton s'est levé pour le contre-interrogatoire, et tout a changé. Madame Morrison, a commencé M. Peton, sa voix agréable et conversationnelle. Vous avez témoigné que vous êtes préoccupé par la prise de décision financière de votre fille. Quand cette préoccupation a-t-elle commencé? Elle a grandi progressivement, a répondu maman, en maintenant son attitude maternelle calme. Probablement à partir du moment où elle a hérité de ses grands-parents. Je vois. Et avant cet héritage, à quelle fréquence étiez-vous en contact avec Rebecca? Une légère pause. Nous parlions régulièrement. À quelle fréquence? Chaque semaine? Chaque mois. Cela variait en fonction de nos emplois du temps. Monsieur Peton s'est approché de la barre des témoins, tenant un épais dossier. Madame Morrison, j'ai les relevés téléphoniques du fournisseur de téléphonie mobile de Rebecca couvrant les 5 années précédant le décès de ses grands-parents. Selon ces relevés, vous avez appelé votre fille exactement 17 fois pendant toute cette période de 5 ans. La plus longue conversation a duré 4 minutes et 32 secondes. Est-ce que cela vous semble être un contact régulier? Le sang-froid de maman a vacillé un instant. Les relevés téléphoniques ne montrent pas l'image complète d'une relation familiale. Vous avez raison. Parlons des visites en personne. Pendant ces mêmes 5 années, combien de fois avez-vous rendu visite à Rebecca à l'université ou à son appartement? C'est difficile à quantifier exactement. Diriez-vous que c'était plus de 5 fois? Plus de 3 fois? Même 2 fois? Le silence s'est étiré, inconfortablement long. Madame Morrison, veuillez répondre à la question. Notre famille n'exprime pas son affection par des visites et des appels téléphoniques constants, a dit maman, sa voix prenant une tournure défensive. Nous croyons en l'indépendance, en permettant aux jeunes adultes de développer leur propre vie. Pourtant, vous demandez maintenant à ce tribunal de supprimer entièrement cette indépendance, a observé Monsieur Peton. Changement de philosophie intéressant. Passons à vos préoccupations financières concernant la gestion de l'héritage de Rebecca. Vous avez témoigné qu'elle prend de mauvaises décisions sans consulter les membres de sa famille. Quand exactement vous a-t-elle consulté sur des questions financières avant l'héritage? Nous avons discuté de ses choix d'université, de son parcours professionnel. Je demande spécifiquement une consultation financière. Rebecca vous a-t-elle déjà demandé de l'argent? A-t-elle déjà demandé votre avis sur des investissements ou des achats importants? Non. Mais. En fait, n'est-il pas vrai que Rebecca est financièrement indépendante depuis l'obtention de son diplôme universitaire et ne vous a jamais demandé aucune forme de soutien financier? Ce n'est pas la question. Quelle est la question, Madame Morrison? Pourquoi une femme qui a été complètement autonome pendant 6 ans a-t-elle soudainement besoin de votre supervision financière? Le visage de maman commençait à rougir. Le maquillage soigné ne dissimulait pas tout à fait son agitation croissante. 8 millions de dollars, c'est une somme d'argent considérable. N'importe qui bénéficierait de conseils appropriés. Parlons de conseils appropriés, a dit Monsieur Peton, son ton s'aiguisant légèrement. Connaissez-vous un compte à la First National Bank ouvert au nom de Rebecca en mars 2019? La couleur a quitté le visage de maman si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Monsieur Peton a sorti un relevé bancaire et le lui a tendu. C'est une demande de carte de crédit déposée au nom de Rebecca alors qu'elle suivait des cours à Boston. La demande a été déposée depuis votre adresse dans le Connecticut et utilise votre écriture. Pouvez-vous expliquer comment cela s'est produit? Patterson était debout. Objection. C'est hors du champ de cette procédure, votre honneur. Monsieur Peton a répondu calmement. La requérante a demandé à ce tribunal de déterminer si Rebecca Morrison est compétente pour gérer ses finances. La preuve d'une activité frauduleuse utilisant son identité est directement pertinente à la fois pour sa compétence et pour les motivations derrière cette requête. Rejeté. Madame Morrison, veuillez répondre à la question. Maman a fixé le document un long moment, ses mains tremblant visiblement. Il doit y avoir une erreur. Madame Morrison, j'ai 14 documents similaires couvrant 7 ans. Des demandes de crédit, des ouvertures de comptes bancaires,
même des demandes de prêt, toutes déposées au nom de votre fille, toutes depuis votre adresse, toutes de votre écriture. Voulez-vous expliquer ces erreurs? La salle d'audience était d'un silence de mort. Je pouvais voir Patterson griffonner frénétiquement des notes, essayant probablement de comprendre comment minimiser les dégâts. Le juge Mitchell s'est penché en avant, son expression n'étant plus neutre, mais profondément préoccupée. J'essayais de l'aider à établir son crédit, a commencé faiblement maman. Sans sa connaissance ni son consentement? J'avais une procuration. Veuillez montrer au tribunal ce document de procuration. Une autre longue pause. Ce n'était pas formel, mais en tant que sa mère. Madame Morrison, il n'existe pas de procuration informelle. Soit vous aviez l'autorisation légale d'agir au nom de votre fille, soit vous commettiez une fraude. Lequel des deux? Patterson a tenté une autre objection, mais le juge Mitchell l'a écarté d'un geste de la main. Le juge étudiait maintenant maman avec le genre d'attention qui suggérait qu'il était passé d'observateur intéressé à enquêteur actif. Passons à autre chose, a poursuivi sans relâche monsieur Peton. Vous avez témoigné que vous êtes préoccupé par l'isolement de Rebecca de sa famille. Quand avez-vous tenté pour la dernière fois de maintenir une relation avec elle en dehors des questions financières? Nous avons toujours eu une relation proche. Madame Morrison, quand est l'anniversaire de Rebecca? La question semblait venir de nulle part. Et les yeux de maman se sont écarquillés de panique. Son anniversaire? C'est au printemps. Quelle date? Je ne vois pas comment. Votre honneur, c'est une simple question de connaissance familiale de base. Si Madame Morrison est réellement préoccupée par le bien-être de sa fille, elle sait sûrement quand sa fille est née. Le juge Mitchell a hoché la tête d'un air sombre. Répondez à la question, Madame Morrison. La voix de maman était à peine audible. Avril quelque chose. Il faudrait que je vérifie mon calendrier. Le 15 avril, a dit monsieur Peton d'un ton neutre. L'anniversaire de Rebecca est le 15 avril. Elle a 28 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Joyeux anniversaire, Rebecca. Je n'avais même pas réalisé que c'était mon anniversaire jusqu'à ce moment. Dans tout le stress de la préparation, j'avais complètement oublié. Mais maman avait oublié aussi. Et tout le monde dans cette salle d'audience pouvait le voir. Madame Morrison, a poursuivi monsieur Peton, sa voix portant maintenant une pointe de dégoût. Vous ne connaissez pas l'anniversaire de votre fille. Vous avez eu un contact minimal avec elle pendant des années. Vous n'avez jamais fourni de soutien financier ni de conseil. Pourtant, vous demandez à ce tribunal de croire que vous êtes soudainement assez préoccupé par son bien-être pour prendre le contrôle de 8 millions de dollars d'actifs. N'est-il pas plus exact de dire que vous êtes contrarié de ne pas avoir été incluse dans le testament de vos parents et que vous utilisez cette procédure judiciaire pour tenter d'accéder à l'argent auquel vous estimez avoir droit? Ce n'est pas vrai, a claqué maman, son calme soigneusement entretenu se brisant enfin complètement. Cet argent aurait dû me revenir. Je suis leur fille. Rebecca les a manipulés, les a montés contre leur propre enfant. Elle les a isolés et leur a rempli la tête de mensonges sur moi. L'explosion a été si soudaine et si venimeuse que plusieurs personnes dans la galerie ont réellement halté. Patterson essayait de lui faire signe d'arrêter de parler, mais maman se fichait désormais de la stratégie juridique. Je suis leur famille. Je suis du même sang, pas une petite fille ingrate qui ne pouvait même pas prendre la peine de leur rendre visite à moins de vouloir quelque chose. Madame Morrison a essayé d'interrompre Patterson. Elle les a montés contre moi. Leur a fait croire que j'étais une sorte d'échec. Et maintenant, elle a tout alors que je n'ai rien. Ce n'est pas comme ça que les familles sont censées fonctionner. Le marteau du juge Mitchell est tombé lourdement. Madame Morrison, ça suffit. Mais maman n'avait pas fini. Des années de ressentiment et de sentiments de droit se déversaient dans un torrent d'apitoiement sur soi et d'accusations. Savez-vous ce que c'est que d'avoir ses propres parents qui choisissent un petit enfant plutôt que leur fille? De passer toute sa vie à essayer de répondre à leurs normes impossibles, seulement pour les regarder tout donner à quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Votre honneur, a dit doucement monsieur Peton. Je crois que la requérante vient de fournir au tribunal sa véritable motivation pour cette procédure. Le juge Mitchell avait l'air de quelqu'un à qui on aurait offert quelque chose de désagréable à sentir. En effet. Madame Morrison, veuillez descendre. L'atmosphère dans la salle d'audience le lendemain matin était complètement différente. La nouvelle de l'effondrement de maman la veille s'était répandue,
et la galerie était bondée de journalistes, d'observateurs juridiques et de ce qui semblait être plusieurs personnes de la communauté financière qui avaient connu mes grands-parents. Le juge Mitchell est entré avec une expression qui suggérait qu'il avait passé la soirée à examiner la jurisprudence et n'était pas satisfait de ce qu'il avait trouvé. Avant de continuer, a-t-il annoncé, je veux aborder les allégations qui ont émergé lors du témoignage d'hier. Monsieur Peton, vous avez allégué une usurpation d'identité et une fraude systématique. Ce sont des affaires criminelles graves qui pourraient nécessiter un renvoi aux autorités compétentes. Je veux comprendre toute la portée de ce à quoi nous avons affaire. Monsieur Peton s'est levé, portant plusieurs épais dossiers. Votre honneur, avec la permission du tribunal, j'aimerais appeler Patricia Henley comme témoin. Madame Henley a été l'assistante personnelle des grands-parents de Rebecca pendant 15 ans et dispose d'informations directement pertinentes à la fois pour la compétence de Rebecca et les circonstances entourant cette requête. Patricia a pris la barre vêtue d'un simple tailleur gris, ses cheveux argentés ramenés en un chignon soigné. À 63 ans, elle avait l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer des affaires complexes pour des employeurs exigeants. Son témoignage était méthodique et dévastateur. M et Madame Morrison ont commencé à prendre des précautions juridiques spécifiques environ 3 ans avant leur décès, a-t-elle expliqué de sa voix précise et professionnelle. Ils avaient des évaluations de compétences régulières effectuées par plusieurs médecins. Ils ont consulté plusieurs avocats en planification successorale et, dans leur dernière année, ils ont engagé un détective privé pour documenter certaines irrégularités financières qu'ils avaient découvertes. Quel genre d'irrégularité, a demandé Monsieur Peton. Des comptes de crédit non autorisés ouverts au nom de Rebecca. Des demandes de prêts déposées à son insu. Plusieurs cas où Madame Morrison, la requérante, avait tenté d'accéder à des comptes en utilisant le numéro de sécurité sociale et les informations personnelles de Rebecca. Patterson a objecté avec véhémence, mais le juge Mitchell a permis au témoignage de se poursuivre. Le rapport du détective privé, a expliqué Patricia, avait documenté non seulement l'usurpation d'identité me concernant, mais aussi un schéma de manipulation financière qui s'étendait à plusieurs clients âgés pour qui maman avait travaillé dans divers rôles d'assistante au fil des ans. Monsieur Morrison, le grand-père de Rebecca, était particulièrement préoccupé, a poursuivi Patricia. Il disait qu'il avait déjà vu ce schéma en affaires, où les gens utilisent les relations familiales ou les positions de confiance pour accéder à des actifs qui ne leur appartiennent pas légalement. Il était déterminé à protéger Rebecca de toute tentative de manipulation de son héritage. La bombe est tombée lorsque Patricia a décrit les précautions supplémentaires que mes grands-parents avaient prises. Dans leurs derniers mois, M et Madame Morrison ont établi ce qu'ils appelaient un protocole de protection contre la fraude. Ils ont créé une documentation détaillée non seulement de leur processus de prise de décision, mais aussi de chaque interaction qu'ils avaient eue avec les membres de la famille concernant leur planification successorale. Ils ont aussi. Patricia a fait une pause, me regardant. Ils ont aussi enregistré plusieurs conversations avec Madame Morrison où elle a clairement indiqué qu'elle s'attendait à tout hériter. Des conversations enregistrées ? A demandé sèchement le juge Mitchell. Oui, votre honneur. Des enregistrements audio faits avec la connaissance et le consentement de Madame Morrison lors de réunions de famille sur la planification successorale. M. Morrison était très prudent quant aux exigences légales. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Mes grands-parents avaient enregistré les conversations de maman. Monsieur Peton s'est approché de la barre des témoins avec un petit appareil numérique. Madame Henley, je vous montre ce qui a été marqué comme pièce à conviction à 47. Pouvez-vous l'identifier? C'est l'un des enregistrements audio que Monsieur Morrison a fait lors d'une réunion de famille dans son bureau environ 8 mois avant sa mort. Madame Morrison était venue discuter de la planification successorale, et Monsieur Morrison voulait avoir une documentation de ce qui avait été dit exactement. Avec la permission du tribunal, j'aimerais jouer un bref extrait de cet enregistrement. Le juge Mitchell a hoché la tête. Et soudain, la voix de ma mère a rempli la salle d'audience. Pas le ton prudent et inquiet qu'elle avait utilisé dans son témoignage, mais sa vraie voix, acérée de sentiments de droit et de colère à peine contrôlés. Charles, c'est ridicule. Tu ne peux pas sérieusement envisager de tout laisser à Rebecca. Elle a 26 ans. Que sait-elle de la gestion de ce genre de richesse, de ce genre de responsabilité? La voix de mon grand-père était calme et mesurée en réponse. Rebecca a fait preuve d'un excellent jugement dans tous les aspects de sa vie. Ses réussites académiques, son succès professionnel, son caractère personnel, tout suggère qu'elle est exactement le genre de personne à qui on devrait confier les actifs familiaux.
caractère personnel. Le rire de maman était dur et méprisant. Elle fait à peine partie de cette famille. Quand est-ce qu'elle vient nous voir? Quand est-ce qu'elle appelle? Elle se présente pour les fêtes et agit comme si elle était à sa place, mais où était-elle quand vous aviez besoin d'elle? Quand Eleanor était malade. Rebecca était ici tous les week-ends pendant les 6 mois de la maladie d'Eleanor, a répondu fermement mon grand-père. Elle a pris un congé de son travail pour aider avec les rendez-vous médicaux. C'est elle qui a recherché les options de traitement et coordonné avec les médecins. Où étais-tu, Sandra? Le silence sur l'enregistrement s'est étiré, inconfortablement long. C'est différent, a finalement dit maman. J'ai ma propre vie, mes propres responsabilités. Mais cet héritage, c'est de l'argent de famille, Charles. De l'argent de la famille Morrison. Il devrait rester dans la famille. Rebecca est de la famille. C'est une petite fille. L'héritage devrait aller à vos enfants d'abord, puis aux petits-enfants. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les familles convenables gèrent le transfert de richesse. Les familles convenables, a dit doucement mon grand-père, prennent des décisions basées sur le caractère et la capacité, pas seulement sur les liens du sang. Cette conversation est terminée, Sandra. L'enregistrement s'est terminé, laissant la salle d'audience dans un silence absolu. Patterson s'est immédiatement levé. Votre honneur, cet enregistrement est hautement préjudiciable et sorti de son contexte. Monsieur Patterson, a interrompu le juge Mitchell, sa voix froide de mécontentement. Votre cliente vient de passer 2 jours à témoigner qu'elle est préoccupée par le bien-être de Rebecca et veut protéger les intérêts de la famille. Cet enregistrement suggère que sa véritable motivation est la colère de ne pas avoir hérité d'actifs auxquels elle estimait avoir droit. Comment est-ce exactement sorti de son contexte? Il n'y avait pas de bonne réponse à cette question, et Patterson semblait le savoir. Il s'est assis sans un mot de plus, mais Monsieur Peton n'avait pas fini. Madame Henley, y a-t-il d'autres enregistrements? Plusieurs, dont un fait seulement 3 semaines avant la mort de Monsieur Morrison, où Madame Morrison a explicitement déclaré qu'elle avait l'intention de contester tout testament qui ne l'incluait pas comme bénéficiaire principal. La salle d'audience a éclaté en conversation chuchotée. Le juge Mitchell a appelé à l'ordre, mais je pouvais voir qu'il luttait pour contenir sa propre réaction à ce que nous entendions. Votre honneur, a dit Monsieur Peton, j'ai 2 autres brefs enregistrements que j'aimerais que le tribunal entende. Ils vont directement au cœur de cette procédure de compétence. Le premier enregistrement provenait d'une conversation entre maman et mon grand-père au sujet de ma carrière chez Morrison Financial. Elle gâche son éducation, disait la voix de maman, en s'amusant avec l'argent des autres au lieu de faire quelque chose de significatif de sa vie. Comment est-ce censé la préparer à une vraie responsabilité? Sandra, a répondu mon grand-père, Rebecca gère des portefeuilles d'une valeur de plus de 30 millions de dollars. Ses clients lui confient leurs économies de retraite, les fonds universitaires de leurs enfants, tout leur avenir financier. Si ce n'est pas une vraie responsabilité, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas la même chose que l'argent de la famille. La richesse familiale exige de comprendre l'héritage, la tradition, l'importance de maintenir les liens sociaux et la position dans la communauté. Rebecca traite l'argent comme si ce n'était que des chiffres sur une feuille de calcul. Rebecca traite l'argent avec le respect et l'analyse minutieuse qu'il mérite. Elle comprend que la richesse est un outil à utiliser sagement, pas un symbole à afficher négligemment. Le deuxième enregistrement était encore plus dommageable. Charles, tu es manipulé, disait la voix de maman, tendue de frustration. Rebecca joue le rôle de la petite fille parfaite pour s'assurer de son héritage. Ne vois-tu pas ce qu'elle fait? Elle vous a isolé de votre vraie famille, s'est rendue indispensable, et maintenant elle est en position de tout hériter. C'est de la manipulation de personnes âgées de manuel. La réponse de mon grand-père a été rapide et ferme. Sandra, Rebecca ne nous a isolés de personne. C'est le seul membre de la famille qui a maintenu une véritable relation avec nous. Elle nous rendait visite régulièrement avant qu'Eleanor ne tombe malade, pas seulement lors des urgences familiales. Elle appelait pour partager de bonnes nouvelles, pas seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Elle nous traitait comme des personnes avec qui elle aimait passer du temps, pas comme des distributeurs automatiques avec des histoires intéressantes. C'est exactement ce dont je parle. Elle vous a préparé à ça. Non, Sandra. Elle nous a aimés. Il y a une différence. Quand l'enregistrement s'est terminé, maman regardait le sol, son visage complètement vidé de sa couleur.
chaque mot qu'elle avait prononcé dans son témoignage sur son inquiétude pour mon bien-être, sur les liens familiaux et la protection de mes intérêts, tout cela avait été exposé comme une tromperie calculée. Le juge Mitchell s'est adossé à son fauteuil, étudiant maman avec une expression de dégoût total. M. Patterson, a-t-il dit finalement. Votre cliente souhaite-t-elle retirer cette requête? Patterson a chuchoté de manière urgente avec maman pendant plusieurs minutes avant de répondre. Non, votre honneur. Nous maintenons que, quelles que soient les motivations de Madame Morrison, Rebecca a toujours besoin d'une surveillance appropriée pour des actifs aussi substantiels. C'était une tentative désespérée de sauver quelque chose de l'épave, mais l'expression du juge Mitchell suggérait qu'il était bien trop tard pour cette stratégie. Très bien, a-t-il dit. Monsieur Peton, avez-vous des preuves supplémentaires concernant la compétence de Rebecca? Juste un témoin de plus, votre honneur. J'aimerais appeler Rebecca Morrison elle-même. Prendre la barre des témoins m'a semblé surréaliste, comme si j'entrais dans un projecteur que je n'avais jamais voulu pour défendre des capacités que je n'avais jamais pensé devoir prouver. La salle d'audience était pleine à craquer, et je pouvais sentir des dizaines d'yeux observer chacun de mes mouvements alors que je jurais de dire la vérité. Les questions de Monsieur Peton étaient directes, conçues pour me laisser raconter ma propre histoire sans jargon juridique ni manœuvre tactique. Rebecca, vous avez hérité d'environ 8 millions de dollars il y a 18 mois. Pouvez-vous dire au tribunal ce que vous avez fait de cet héritage? Je m'étais préparé à ce moment, organisant mes pensées et ma documentation avec la même précision que j'apportais au portefeuille de mes clients. J'ai maintenu la structure d'investissement existante établie par mes grands-parents, qui fonctionnait déjà bien. J'ai fait quelques ajustements pour augmenter la diversification et réduire l'exposition au risque, mais rien de dramatique ou de spéculatif. Pouvez-vous donner au tribunal des exemples spécifiques? Certainement. J'ai déplacé environ 15% des actions dans des fonds obligataires et des titres du Trésor plus conservateurs. J'ai créé un fonds de dons caritatifs distinct qui reflète les intérêts philanthropiques de mes grands-parents. Et j'ai mis de côté des fonds pour l'entretien courant des biens et les impôts sur les diverses propriétés immobilières. Avez-vous fait des achats importants? J'ai acheté un véhicule pour remplacer ma voiture d'étudiante, qui devenait peu fiable. J'ai également changé d'appartement pour quelque chose de plus approprié à mon niveau de revenu, bien que j'ai gardé l'investissement immobilier conservateur. Et j'ai poursuivi la tradition de mes grands-parents de soutenir les bourses d'études. Rien ne semble particulièrement imprudent ou incompétent dans ces décisions. Pouvez-vous parler au tribunal de votre parcours professionnel? C'est là que je me sentais le plus en confiance. J'ai été diplômé summa cum laude de la Harvard Business School et je travaille chez Morrison Financial depuis 4 ans. Je gère actuellement des portefeuilles pour 12 clients fortunés avec des actifs combinés d'environ 45 millions de dollars. Mes évaluations de performance ont été constamment excellentes, et je n'ai jamais eu de plainte de clients ou de problèmes réglementaires. Rebecca, votre mère a témoigné que vous vous êtes isolé de votre famille et avez pris ses décisions financières sans consulter personne. Est-ce exact? J'ai jeté un coup d'œil à maman, assise à la table du demandeur, les bras croisés et la mâchoire serrée. J'ai consulté les mêmes conseillers financiers que mes grands-parents utilisaient. J'ai travaillé avec leur avocat successoral pour m'assurer que tous les transferts étaient gérés correctement. J'ai maintenu des relations avec plusieurs de leurs associés commerciaux de longue date qui connaissaient leur philosophie d'investissement. Le seul membre de la famille que je n'ai pas consulté était ma mère, car elle n'avait jamais montré d'intérêt pour mes décisions financières auparavant. Et franchement, je ne faisais pas confiance à ses motivations. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là? C'était le moment que j'avais redouté et anticipé à parts égales. La chance de dire enfin la vérité sur notre dynamique familiale sans me soucier d'être diplomate ou de préserver des relations qui n'avaient jamais vraiment existé. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 7 ans, ai-je dit, ma voix ferme malgré le poids émotionnel des mots. Elle m'a laissé avec mes grands-parents et a construit une vie qui n'incluait pas de contact régulier avec sa fille. Pendant 21 ans, elle m'a traité comme une obligation qu'elle devait reconnaître occasionnellement plutôt que comme un enfant qu'elle voulait dans sa vie. Je pouvais voir plusieurs personnes dans la galerie hocher la tête, et même l'expression du juge Mitchell s'était légèrement adoucie. Quand mes grands-parents sont morts et m'ont laissé leur succession, ma mère a soudainement développé un intérêt intense pour mon bien-être et mes décisions financières. Ce n'était pas de l'inquiétude maternelle. C'était de la colère qu'elle n'ait pas hérité d'un argent auquel elle se sentait en droit, combiné à une opportunité de prendre le contrôle d'actifs par une manipulation légale. Patterson s'est levé pour objecter, mais le juge Mitchell l'a fait taire d'un geste de la main.
Le témoin peut continuer. Votre honneur, ma mère ne connaissait même pas mon anniversaire quand elle a témoigné hier. Elle ne peut pas nommer ma spécialité universitaire, mon employeur ou aucune de mes réalisations professionnelles. Elle n'a jamais visité mon appartement, jamais rencontré aucun de mes amis, et ne pourrait pas vous dire des faits de base sur ma vie. Pourtant, elle demande à ce tribunal de croire qu'elle est qualifiée pour prendre des décisions sur mon avenir financier. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé spécifiquement pour ce moment. J'ai apporté de la documentation pour prouver ma compétence, mais honnêtement, je pense que la charge de la preuve devrait être inversée. Quiconque cherche à retirer des droits légaux à un autre adulte devrait avoir à prouver que des circonstances extraordinaires justifient cette action. Ma mère n'a même pas prouvé qu'elle me connaissait assez bien pour porter ses jugements. Monsieur peut-on a hoché la tête avec approbation. Rebecca, si ce tribunal accorde à votre mère la tutelle de vos biens, que croyez-vous qu'il se passera? Je crois qu'elle videra systématiquement les comptes pour son propre bénéfice, tout comme elle l'a fait avec mon identité pendant des années par le biais de demandes de crédit frauduleuses et d'accès non autorisé à des comptes. La différence, c'est que cette fois, ce serait légal parce que le tribunal lui aura donné la permission de contrôler mes finances. Une dernière question, voulez-vous une relation avec votre mère? La question m'a prise au dépourvu et j'ai senti des larmes monter malgré ma détermination à rester calme. J'ai voulu cette relation pendant 28 ans. J'ai continué à espérer qu'elle déciderait que je valais son temps et son attention. Mais j'ai appris qu'on ne peut pas forcer les gens à vous aimer, et qu'on ne peut pas construire de vraies relations sur la manipulation et le contrôle financier. J'ai fait une pause, regardant directement maman pour la première fois depuis que j'avais pris la barre. Si ma mère voulait faire partie de ma vie, elle aurait pu m'appeler pour mon anniversaire. Elle aurait pu visiter mon appartement. Elle aurait pu me poser des questions sur ma carrière ou mes centres d'intérêt ou quoi que ce soit sur qui je suis en tant que personne. Au lieu de cela, elle a engagé des avocats pour essayer de prendre mon héritage. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ses priorités. Quand j'ai eu fini de témoigner, la salle d'audience était complètement silencieuse. Patterson a choisi de ne pas me contre-interroger, reconnaissant probablement que toute question ne ferait que renforcer l'image que j'avais peinte de notre dysfonctionnement familial. Le juge Mitchell a demandé une brève suspension. Et alors que je retournais à la table de la défense, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la certitude que j'avais dit ma vérité complètement et honnêtement sans essayer de protéger les sentiments de qui que ce soit d'autre ou de préserver des illusions sur la loyauté familiale. Quoi qu'il arrive ensuite, je m'étais enfin défendu. Le juge Mitchell est revenu à la barre après seulement 15 minutes, son expression sombre et son langage corporel suggérant qu'il avait pris une décision qui le laissait profondément troublé. J'ai présidé des procédures judiciaires familiales pendant 23 ans, a-t-il commencé, sa voix portant le poids d'une véritable autorité morale. J'ai vu tous les types de litiges familiaux imaginables. Des batailles pour la garde, des querelles d'héritage, des audiences de compétences impliquant des personnes réellement diminuées qui avaient besoin de protection. Ce cas ne ressemble à rien de ce que j'ai rencontré. Il a regardé directement maman, qui était assise, droite comme un i, les mains serrées sur ses genoux. Madame Morrison, vous avez présenté à ce tribunal une requête affirmant que votre fille est incompétente pour gérer son héritage. Les preuves présentées lors de cette audience prouvent exactement le contraire. Rebecca Morrison est non seulement compétente pour gérer ses biens, mais a fait preuve d'un jugement exceptionnel, d'une expertise professionnelle et d'une réflexion approfondie dans chaque décision financière qu'elle a prise. Le juge Mitchell a fait une pause, consultant ses notes avant de continuer. Plus troublant, cependant, est la preuve que votre requête n'était pas motivée par l'inquiétude pour le bien-être de votre fille, mais par votre propre colère d'avoir été exclue du testament de vos parents. Le tribunal a entendu des enregistrements audio de conversations où vous avez explicitement déclaré votre conviction que vous auriez dû hériter de ces biens et votre intention de contester tout testament qui ne vous bénéficierait pas directement. Patterson a commencé à se lever, mais le juge Mitchell a levé une main pour l'arrêter. Je n'ai pas fini. Le tribunal a également entendu un témoignage détaillé sur des activités financières frauduleuses menées au nom de votre fille sur une période de plusieurs années. Des comptes de crédit ouverts à son insu. Des demandes de prêts déposées en utilisant ses informations personnelles. Une usurpation d'identité systématique qui a continué même alors que vous vous prépariez à déposer cette requête de compétence. Le visage de maman était devenu complètement blanc et je pouvais voir ses mains trembler. Madame Morrison, en soumettant des dossiers financiers comme preuve dans cette procédure, vous avez par inadvertance fourni la documentation de vos propres activités criminelles. Le tribunal prend donc plusieurs mesures aujourd'hui.
La voix du juge Mitchell est devenue plus forte, plus décisive. Premièrement, la requête de mise sous tutelle est rejetée dans son intégralité. Rebecca Morrison a la pleine capacité juridique de gérer ses biens et ce tribunal ne trouve aucune preuve justifiant la suppression de cette capacité. J'ai ressenti une vague de soulagement si intense que j'ai failli me mettre à pleurer là, à la table de la défense. Deuxièmement, tous les dossiers financiers et la documentation soumis lors de cette procédure seront transmis au bureau du procureur général de l'État pour enquête sur d'éventuelles accusations de fraude criminelle. Les preuves suggèrent un schéma d'usurpation d'identité et de manipulation financière qui s'étend au-delà de ce litige familial. Maman a poussé un son comme un petit animal en détresse, et Patterson griffonnait frénétiquement des notes. Troisièmement, étant donné la nature frivole de cette requête et les motivations apparentes de mauvaise foi qui la sous-tendent, Madame Morrison sera responsable de tous les frais de justice et des honoraires d'avocat raisonnables encourus par la défenderesse. Mais le juge Mitchell n'avait pas fini. Enfin, je veux aborder quelque chose qui me trouble profondément dans toute cette procédure. Madame Morrison, vous avez abandonné votre fille quand elle avait 7 ans. Vous avez maintenu un contact minimal avec elle tout au long de son enfance et de sa jeunesse. Vous n'avez jamais fourni de soutien financier, de conseils ou une implication parentale significative dans sa vie. Sa voix est devenue plus dure, plus condamnatrice. Pourtant, quand elle a hérité des biens des grands-parents qui l'ont réellement élevée, vous avez soudainement développé une intense inquiétude pour son bien-être. Ce tribunal trouve ce comportement non seulement hypocrite, mais moralement répréhensible. Vous n'avez pas le droit de contrôler ou de bénéficier d'actifs que vous n'avez rien fait pour aider à créer, gérer ou préserver. Maman pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage et de frustration que son plan ait échoué de manière si spectaculaire. Le juge Mitchell s'est levé et toute la salle d'audience s'est levée avec lui. Mademoiselle Morrison, a-t-il dit en s'adressant directement à moi, vous avez fait preuve d'une grâce et d'une dignité remarquables tout au long de cette épreuve. Vos grands-parents ont sagement choisi leur héritière. Ce tribunal vous souhaite du succès dans la gestion de votre héritage et dans la construction de la vie que vous méritez. Alors que le juge quittait la barre, la salle d'audience a éclaté en conversation. Les journalistes tapaient déjà furieusement sur leur téléphone, et plusieurs personnes de la communauté financière se sont approchées pour me serrer la main et exprimer leur soutien, mais je n'ai presque rien remarqué de tout cela. Je regardais ma mère alors que Patterson l'aidait à rassembler ses papiers avec des mains tremblantes. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, diminuée par l'exposition de ses véritables motivations et l'échec complet de sa stratégie juridique. Une partie de moi avait pitié d'elle. Une partie de moi voulait aller vers elle et essayer de sauver quelque chose de l'épave de notre relation. Mais la plus grande partie de moi, celle qui avait été façonnée par des années de déception et de rejet, ne ressentait qu'un soulagement que ce soit enfin terminé. Alors que maman se dirigeait vers la sortie de la salle d'audience, elle s'est arrêtée et s'est retournée pour me regarder. Juste un instant, nos yeux se sont croisés à travers l'espace qui avait toujours existé entre nous. J'ai pensé qu'elle pourrait dire quelque chose, des excuses, une explication, peut-être même une reconnaissance de ce qu'elle m'avait fait subir. Au lieu de cela, elle a redressé ses épaules, a levé le menton avec la fierté artificielle que je me souvenais de mon enfance, et est sortie de la salle d'audience sans un mot. Monsieur Peton rassemblait des documents et acceptait les félicitations de ses collègues, mais je suis resté assise à la table de la défense pendant plusieurs minutes, essayant de traiter ce qui venait de se passer. C'était fini. L'héritage était en sécurité. Les menaces juridiques étaient éliminées, et j'étais libre de construire la vie que je voulais sans regarder par-dessus mon épaule pour la prochaine attaque. Mais plus que ça, j'avais enfin été entendu. Un juge, une salle d'audience pleine de témoins, et les archives publiques contiendraient pour toujours la vérité sur notre dynamique familiale. Je n'étais pas la fille ingrate qui avait manipulé ses grands-parents. Je n'étais pas l'héritière incompétente qui avait besoin de protection contre ses propres décisions. J'étais exactement celle que mes grands-parents avaient cru que j'étais, quelqu'un qui avait mérité son héritage par son caractère, sa capacité et son amour sincère. 3 mois plus tard, j'ai reçu une notification indiquant que le bureau du procureur général de l'État avait porté des accusations criminelles contre ma mère pour usurpation d'identité et fraude financière. Elle a finalement plaidé coupable pour éviter un long procès et a reçu 3 ans de probation supervisée ainsi que des exigences de restitution pour les comptes frauduleux. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. L'héritage m'a permis de créer ma propre société de planification financière, spécialisée dans l'aide aux familles pour naviguer dans les questions complexes de transfert de patrimoine sans détruire leurs relations. C'est un travail satisfaisant,
aider les gens à éviter les erreurs que ma famille a commises et s'assurer que les décisions financières sont basées sur le mérite plutôt que sur la manipulation. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires vraies sur la famille, l'argent et le courage qu'il faut pour se défendre. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour les membres toxiques de votre famille est de refuser de cautionner leur comportement, peu importe le coût émotionnel. Car à la fin, vous ne pouvez pas changer les gens qui ne veulent pas changer. Mais vous pouvez absolument refuser de les laisser détruire votre vie au passage.